à tous. Donc moi je suis Catherine Philippe, je suis associée chez KPMG et on est là pour vous parler de la finance à impact. Alors qu'est-ce que c'est que la finance à impact? Eh bien c'est une finance augmentée en quelque sorte, une finance qui cherche à conjuguer à la fois la rentabilité financière et un impact positif sur l'environnement et sur la société. Donc c'est un petit peu, on va dire, vous allez me dire, c'est proche de ce qu'on appelle la finance responsable, la green finance. Eh bien non, vous allez voir, là où la finance responsable cherche à ne pas nuire en fait à l'environnement, la finance à impact, elle, cherche à contribuer au développement de la biodiversité, au développement, à avoir un impact positif sur l'environnement de façon générale et à développer, que ce soit l'inclusion sociale, l'usage d'énergie propre. Bon, vous allez voir, on a deux experts pour vous parler de ce sujet aujourd'hui, qui travaillent dans deux organisations qui sont pionnières de ce domaine. Et je vais laisser Séverine déjà se présenter. Séverine est la directrice générale de Raise Reim. Bonjour à tous. Alors écoutez, c'est une grande joie d'être avec vous pour parler d'un sujet aussi brûlant. On en entend beaucoup parler, peut-être trop parfois, et je pense qu'on sera tous heureux de passer par un travail de définition des termes pour commencer, savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, on pourra mesurer ensemble que tout l'enjeu est de dire ce que l'on fait ce que l'on dit, et pas se contenter de l'écrire. Voilà. Et je pense que ça sera notre driver aujourd'hui. Donc moi, je suis directrice générale de Raise Reim, qui est attachée à la maison Raise. La maison Raise, c'est une maison magnifique. Je crois que j'aurai l'occasion de vous la présenter tout à l'heure. C'est une maison qui a été fondée par Clara Guémard et Gonzague de Blinière il y a 7 ans maintenant. Et donc de tout petit, on est devenu un peu plus grand. Voilà, on a une cinquantaine maintenant. Et comme vous le savez, forcément, nous sommes organisés autour d'un fonds de dotation qui s'appelle Raise Sherpa et qui a comme particularité d'aider les jeunes entreprises de croissance française de façon philanthropique et qui est nourri par la générosité des équipes, puisque nous abandonnons chacun la moitié de notre carré d'interest au profit du fonds de dotation Raise Sherpa. Voilà. Mais je serais heureuse de vous en parler tout à l'heure. J'ai déjà mobilisé beaucoup de temps juste pour me présenter. Et puis on a également Alexandre avec nous, Alexandre Nem, qui est responsable Afrique de l'Impact Banking chez BNP Paribas. Alexandre, je te laisse présenter ce que tu fais. Merci Catherine, merci à KPMG pour l'invitation et l'opportunité qui nous est donnée de parler d'impact finance, impact investing or financing, parce que dans la partie investissement, on oublie souvent l'activité assez classique de prêt. Et en tant que banque, la première chose qu'on fait, c'est financer, c'est pas seulement investir dans des startups. Donc voilà, je m'appelle Alexandre Nem, je travaille au niveau de la RSE groupe de BNP Paribas. Moi, je suis chargé d'investissement sur la partie justement inclusion financière. Donc c'est ce qu'on appelait avant le microcrédit, microfinance, maintenant inclusion financière, et sur les sujets entrepreneuriat social. Donc comment est-ce qu'une entreprise peut démontrer qu'elle a un impact positif sur la société. Et globalement, le grand projet, comme beaucoup d'entreprises, c'est de se focaliser sur ce qu'on appelle nous le positive banking. Donc comment est-ce qu'on utilise les outils classiques, les outils financiers classiques qui sont offerts par une banque, par toutes les banques, de façon positive, pour avoir un impact positif à la fois sur notre environnement et sur le monde d'un point de vue social. Merci Alexandre. Donc, comme tu disais, Séverine, je pense que c'est nécessaire de définir un petit peu mieux le sujet. Moi, de nos échanges, il y a quand même 3 notions qui sont très importantes que j'ai retenues. C'est d'une part l'intentionnalité, c'est-à-dire la volonté tout simplement de contribuer, d'avoir un impact positif, mais également de dégager une rentabilité financière. Il y a le sujet de l'additionnalité, c'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, la différence de ce qu'on appelle l'investissement et le financement responsable, on cherche à avoir un impact positif et à contribuer au développement de l'environnement au sens large. Et puis, pour faire ça, il faut pouvoir le mesurer. Et donc, c'est la 3e notion qui est importante, c'est comment est-ce que je mesure cet impact, et on va en parler tout à l'heure. Mais peut-être que
Alexandre, tu veux un petit peu compléter ma définition? Oui, mais donc en effet, c'est vraiment les trois piliers, donc cette intentionnalité, la capacité à mesurer l'impact et l'additionnalité qui est plus difficile à on va dire à mesurer, mais qui est tout aussi importante. En fait, j'aurais bien aimé vous montrer sur un spectre les différents types d'investissements, mais ça va être assez facile de se l'imaginer. Aujourd'hui, il y a l'investissement assez classique où on investit dans n'importe quel type d'entreprise. Ensuite, on a tout l'investissement donc, qui passe à travers des filtres ESG, donc environnement, social, gouvernance, qui permet de sélectionner ou non certaines entreprises. Ensuite, on a l'investissement socialement responsable, donc l'ISR, qui va encore un petit peu plus loin dans la capacité justement à sélectionner les entreprises qui vont faire partie des fonds dans lesquels on va investir. Et là, on est en train de parler de la troisième catégorie, de la dernière, qui va se focaliser plus sur l'impact, donc sur l'impact investing. On change complètement on va dire de braquet, dans le sens où on ne recherche plus la performance financière en premier, on recherche l'impact en premier. Donc on passe du finance first à l'impact first. Et la dernière catégorie, qui est aussi une forme d'investissement, mais c'est une forme d'investissement en perte, entre guillemets, dans le sens où on ne s'attend à n'avoir aucun retour sur investissement, c'est de la philanthropie. Et avec donc, voilà, l'exemple du fonds Sherpa de Raise... De Ray Sherpa. C'est sympa hein, quand le speaker d'avant introduit le speaker d'après. Merci beaucoup Alexandre. Donc voilà, je vais pouvoir vous, peut-être à partir de l'exemple Raise, vous expliquer les différences entre les différents supports. Voilà. Donc le support philanthropique, qui est celui qui est tout au bout de la chaîne, chez Raise, c'est Raise Sherpa. Donc c'est un fonds de dotation dont le but n'est absolument pas ni de prendre des participations, ni de gagner de l'argent. Voilà. C'est un fonds qui part de l'idée qu'on essaye de créer un écosystème fantastique pour les jeunes entreprises de croissance, en leur donnant la possibilité de se financer avec nous. Donc on va leur donner des prêts d'honneur gratuits, 0% d'intérêt, voilà, avec un certain temps pour nous rembourser. On va les coacher, on va les mentorer, on va leur proposer des programmes d'accompagnement, mais jamais on prend un ticket chez eux avec l'idée de se dire que 3 ans après, on va le revendre pour faire la cash machine. Voilà, ça c'est la philanthropie. C'est vraiment le tout bout de la chaîne. Ce dont on va vous parler aujourd'hui, c'est l'étape d'avant, c'est celle de l'impact investing, où là, en fait, on est dans une matière absolument fantastique et qui, chez Raise, est occupée par Raise Impact. Donc, on a un fonds qui s'appelle Raise Impact, qui a plus de 200 millions d'euros aujourd'hui en poche, hein, donc il y a un vrai fonds, qui a déjà des participations, qui est là, veut dégager une forme de rentabilité. Voilà. Et la vraie question, c'est le trade-off entre risque, return, enfin le risque, la performance financière et l'impact. C'est-à-dire où vous vous placez. Il est bien évident que quand on fait de l'impact, on accepte de perdre un peu de rentabilité par rapport, par exemple, à un Raise Invest chez nous, qui est une société de private equity plus classique, où là, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de ESG, ça ne veut pas dire qu'ils sont à côté de leur pompe sur l'ensemble des critères qui en font des investisseurs avertis et qui cherchent bien sûr à améliorer les performances ESG de leur société. Ça veut juste dire que eux, la mesure d'impact n'est pas au cœur de leur histoire. Voilà. Donc chez Raise Impact, ou peut-être demain chez Raise Immo Impact, que nous essayons de lancer aujourd'hui, on va placer l'intention, l'additionnalité, la mesure au cœur de notre business model. Bon. Et alors évidemment, là c'est super intéressant parce qu'on touche des problématiques très compliquées. On a envie de bien faire. Si on fait très très bien, est-ce qu'on va être aussi performant? Et si on est moins performant, qu'est-ce qu'on offre de plus? Ce qu'on offre de plus, bien sûr, ce sont des critères extra-financiers, c'est-à-dire de l'impact. Et puis en plus, on s'est aperçu qu'on offrait aussi autre chose, c'est probablement moins de volatilité. Parce que pendant toute la période de Covid, on a pu voir qu'en fait, Raise Impact bossait beaucoup. Et nous, Raise Immo Impact, les demandes arrivaient quand même beaucoup de personnes, d'opérateurs qui voudraient bien qu'on développe des projets à impact pour eux. On s'aperçoit que c'est peut-être moins rentable, enfin c'est visiblement moins rentable aujourd'hui. Ça apporte une autre forme de rentabilité qui est de la performance extra-financière. On va en parler ensuite quand il va s'agir de la mesurer. Je crois que c'est le thème d'après. Et puis, ça apporte probablement aussi moins de volatilité. Voilà. Et puis, on choisit ses combats dans l'impact. Parce qu'on ne peut pas tout faire. On ne va pas s'amuser, si vous voulez, à embraser tous les sujets du monde. Voilà. Alors, Raise Impact, ils ont choisi de vraiment mettre l'accent sur les entreprises qui sont en transformation vers une croissance plus responsable.
Et ils ont choisi de favoriser la transition agricole, la transition énergétique, l'économie circulaire. Voilà, ils ont choisi l'inclusion sociale, ils ont choisi leurs chevaux de bataille. Nous, en immobilier, dans Résimo Impact, on a choisi l'éducation, la mobilité, la santé. Voilà. Donc je crois que quand on parle d'impact, il faut se dire qu'on ne peut pas tout faire. Il faut aussi se cantonner et accepter de se cantonner, de se limiter. En fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il faut répondre aux besoins de tous les investisseurs potentiels, de tous nos clients. Et donc, c'est de la même façon qu'on se pose aujourd'hui beaucoup plus de questions sur d'où vient notre nourriture, d'où vient l'énergie qu'on utilise dans notre logement. Et ben, on se pose aussi beaucoup plus de questions sur voilà, à quoi sert mon épargne aujourd'hui. Et les gens sont de plus en plus exigeants et ont bien raison d'être beaucoup plus exigeants, parce que les banques, pendant trop longtemps, ont profité justement de cette absence de curiosité. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que on peut, sur tout le segment que je vous ai décrit, ça correspond justement aux appétits des différents investisseurs. Donc quand on regarde l'impact, on sait qu'il y a des gens qui vont être extrêmement engagés et qui vont vouloir justement maximiser le plus possible l'impact de leur investissement au détriment, très souvent. Alors il faut pas... Enfin, j'ai envie de casser un petit peu une idée préconçue selon laquelle on pourrait dire que l'investissement impact peut avoir les mêmes retours financiers que l'investissement classique. Alors aujourd'hui, c'est pas vrai du tout. Aux États-Unis, on aime bien dire qu'on peut faire un people, profit et planet en même temps. En fait, on n'arrive vraiment pas encore. Alors j'espère qu'un jour ce sera possible, mais aujourd'hui, on parle de trade-off vraiment. Et en général, ce trade-off, il se fait au détriment de la partie financière. Mais c'est pas du tout pour ça que il faut pas continuer à créer des nouveaux fonds et investir dans les fonds existants. Et d'ailleurs... Mais c'est quand même rentable. Voilà. Ouais. On n'est pas dans la philanthropie. Au lieu de faire 20%, on va faire 10%. Ou en immobilier, au lieu de faire un TRI de 8, on va faire un TRI de 5. On est bien quand même dans une logique d'investissement. Et on se rend compte que ce n'est pas pour ça que le secteur n'est pas attractif, puisqu'il a une attractivité croissante. Et donc, c'est un secteur très important. Justement, alors, oui, là c'est où on peut donner des chiffres aussi, si vous voulez, parce que les chiffres, ça permet quand même de se rattacher à des trucs qu'on comprend. C'était de l'ordre, dans l'investissement responsable, l'impact ne représente qu'1%. D'accord. Donc, dans la grosse bulle d'investissement responsable, 1%. Et l'impact investing, c'était 700... attendez, je dois avoir le chiffre quelque part. C'était 20 milliards d'euros en 2013, et c'est 715 maintenant, dans le monde. 715 milliards. Milliards, oui, pas millions quand même. Si c'était millions, ça serait ennuyeux. Milliards. Voilà, passer de 20 à 715. Donc on se rend compte que c'est... En 6 ans. Ouais. C'est une croissance exponentielle de ce marché et qui a une forte attractivité. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup d'impact washing, puisqu'on utilise ce terme un petit peu à tout va, on va dire. Et quels sont les indicateurs? Comment est-ce qu'on mesure l'impact en fait? En effet, ce sont des très bonnes questions, et vu l'appétence qu'on arrive à trouver aujourd'hui chez nos investisseurs et le retard que peuvent avoir certains gros asset managers à justement pouvoir mettre sur le marché des produits qui correspondent justement à ces attentes-là, on peut avoir tendance à utiliser les mots impact de façon un petit peu trop généreuse. Et donc pour faire un petit peu, pour éviter de tomber dans l'écueil de l'impact washing, pour moi, les conseils que je donnerais, c'est tout simplement avoir un message qui est crédible. Et ce message, il est crédible à partir du moment où on a bien travaillé sa thèse d'investissement autour de la théorie du changement. Donc la théorie du changement, elle est au cœur de n'importe quel fonds d'impact qui a vraiment réfléchi aux outils et aux actions qu'il veut mettre en place pour obtenir un impact particulier. Et c'est grâce à cette théorie du changement qu'on va pouvoir le challenger et qu'on va pouvoir mettre en lumière l'impact qu'il est capable ou non de réaliser. Voilà, donc là, il m'a mis la pression, parce qu'en fait, moi, je suis censée vous donner les exemples. C'est-à-dire vous démontrer que chez Raise, on a réfléchi et qu'on a essayé d'apporter des méthodes de mesure d'impact qui sont à même de rassurer sur l'honnêteté, la qualité, la rigueur de notre démarche. Bon. Donc, comme vous l'avez compris, il y a un premier véhicule, Raise Impact, qui n'est pas celui que je dirige. Hein, c'est un binôme paritaire forcément chez Raise qu'il dirige, mais c'est Aglaé et Serge, c'est pas Séverine et Arnaud. Donc, je me fais juste le porte-parole d'une méthode qu'ils ont développée qui s'appelle MMI, qui est donc le management et la mesure de l'impact, et qui vise à mesurer tant quantitativement que qualitativement, en quantité et en volume, si vous voulez, la part du chiffre d'affaires impact
de la participation dans laquelle ils vont investir. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une très grosse boîte, un très gros acteur, voilà, et qu'il fait 1% de son chiffre d'affaires en impact, si c'est un très gros acteur, il y a de fortes chances que ce 1% représente beaucoup d'argent. Voilà. Donc vous avez bien, quantité, qualité, ce n'est pas la même chose. Si vous prenez une start-up ou une ETI qui vient de se lancer et qui est 100% impact, ben vous allez avoir 100% de son chiffre d'affaires qui va être impact, mais à l'inverse, on a de fortes chances, même si elle est très très bonne, que ce 100% soit bien inférieur au 1%. Donc c'est important d'avoir les deux unités de mesure et puis ensuite de les pondérer eu égard à la participation que Raise Impact prend dans cette boîte. On ne va pas considérer que 100% du chiffre d'affaires de la participation est l'impact généré par Raise Impact. Et puis ensuite, on prend ces critères, et là il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'on essaye d'intéresser les managers à un business plan d'impact. Donc une fois qu'on prend une participation, on va créer un business plan d'impact et on va essayer de créer des outils qui vont intéresser les managers à une performance d'impact. Et puis il y a une deuxième chose, on va essayer de prendre tous ces critères qu'on a pu mettre en place et mesurer leur contribution aux ODD. Alors ça, c'était un choix de Raise, de systématiquement rebaser les mesures d'impact que nous faisons, que nous effectuons, pour les translater en contribution aux ODD, aux objectifs de développement durable. C'est exactement le même raisonnement qui prévaut chez Raise IMO Impact, sauf que chez Raise IMO Impact, c'est difficile d'aller parler de quantité de chiffre d'affaires d'un immeuble. On a beau regarder un immeuble, il ne fait pas de chiffre d'affaires comme ça, là, devant votre nez. Donc on a dû réfléchir, avec KPMG d'ailleurs, à une méthodologie de mesure d'impact, à la fois environnementale, sociétale et de gouvernance. Voilà. Et je pense que, alors, on est en train de lever ce fonds, on a commencé, donc pour l'instant, je ne peux pas tout vous dévoiler, mais l'idée, c'était de se dire que, en matière d'environnement, on a déjà fait beaucoup de choses, tant dans les labels, tant dans le décret tertiaire, pour vraiment pousser le curseur assez loin en matière d'exigence. En revanche, dans la mesure sociétale ou dans la mesure de gouvernance, on est un peu plus faible. Voilà. Et donc, toute l'idée de Raise IMO Impact, c'est de faire en sorte que l'immobilier se saisisse, s'approprie de la dimension sociétale et de l'impact sociétal qu'il a. Voilà. Donc, par axe d'investissement, mobilité, éducation, santé, on a, à partir d'une cartographie d'impact, mis en place des indicateurs d'impact qui soient à la fois pertinents et faisables. Parce que ça, c'est le test de la dent froide. C'est-à-dire que souvent, on a des critères, on se dit non mais c'est ça, parce que c'est bien évidemment le but que je recherche. Simplement, le truc, il n'est pas faisable. C'est-à-dire qu'il est complètement subjectif, qualitatif, on n'arrive pas à le documenter. Et donc, en fait, on n'a pas d'étalonnage sérieux. Bon, et là, ça ne marche plus. Voilà. Donc, parfois, on est un peu déçu. On se dit, bah, voilà, ce critère-là, je ne vais pas pouvoir le mesurer. Je n'ai pas de documentation suffisante. Donc, finalement, je vais prendre un autre critère. Voilà. Et puis, on va commencer comme ça. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la gouvernance. La gouvernance est essentielle. C'est peut-être la seule chose qu'il faudrait que vous reteniez aujourd'hui de tout ce qu'on va vous dire pendant une demi-heure. C'est que l'équipe qui gère ne peut pas être l'équipe qui reporte uniquement. C'est-à-dire qu'on va gérer, on va mesurer, on va évidemment générer des rapports d'impact, mais il faut qu'il y ait, comme il y a un commissaire au compte, il faut qu'il y ait un commissaire à l'impact en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un comité d'impact composé de membres indépendants et de sachants. Bon, ça peut être, on peut imaginer un KPMG de l'impact ou voilà, un acteur de l'impact qui va challenger nos résultats. Parce que si évidemment nous on devient juge et partie, c'est quand même super confortable. Et là on revient, si vous voulez, dans cette suspicion d'impact washing qui est qu'on a choisi les critères qui nous arrangeaient, dans les situations qui nous convenaient bien, pour un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Voilà. Donc, voilà, on a 20, 20, 20. Bon, évidemment, ce serait très cool, mais ce n'est pas possible. Donc je pense que la gouvernance, c'est un pilier essentiel de l'impact. Et l'indépendance d'un comité d'impact, sa capacité à challenger les résultats, à reconnaître un droit à l'erreur aussi. Parce que comme on est dans une matière très nouvelle, il faut admettre la possibilité que peut-être que le critère qu'on aura choisi, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, on n'arrive pas à le documenter, il n'est pas assez sérieux, il n'est juste pas adapté et on en aurait un mieux. Donc, ce n'est pas qu'on va changer suivant que ça nous arrange, c'est qu'il faut reconnaître un droit à l'erreur. Et puis enfin, pour conclure, je pense que
Aujourd'hui, on avance. Il y a quelques labellisations, il y a beaucoup d'organismes, il y a beaucoup de jus de pensée, j'allais dire. Voilà. Tout le monde qui réfléchit beaucoup, jus de cerveau. Voilà. Il est probable qu'au cours de la vie de ces fonds, qui en général est plus longue que la vie des fonds classiques, hein, parce qu'on met plus de temps, on accompagne beaucoup, et cet accompagnement est plus long parfois que ce que vous aurez dans un fonds classique. On appelle ça juste le capital patient. C'est Voilà. l'expression consacrée. Ça ne va pas du tout m'aller, mais je vais faire des efforts. ce capital patient, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as coupé, donc maintenant je ne sais plus. Que les méthodologies, elles sont généralement voilà, plus longues. Que les méthodologies, donc probablement, allaient s'améliorer. Voilà. Merci. Que les méthodologies allaient s'améliorer, voire qu'on aurait peut-être un cadre, comme on aura un cadre IFRS, on aura peut-être un IFRS de l'impact. Hein, voilà. Et évidemment, ça va nous aider au cours de la vie d'un fonds, et on va peut-être devoir s'approprier des méthodes qui vont s'imposer à nous, et ce sera très bien aussi. Alors, ouais, pour finir, peut-être qu'on pourrait parler un peu du futur de ce secteur et de la finance à impact. Et puis, on a parlé des rendements qui sont aujourd'hui un peu plus faibles quand même sur ce secteur. Du coup, quel est l'intérêt d'organisations comme les vôtres d'investir dans ce secteur et quels sont les bénéfices en fait que vous y voyez pour vos organisations respectives? Vas-y, non, si tu veux. Okay. Non, voilà, comme je pense que vous l'avez compris, il y a beaucoup de bénéfices à retirer à la fois quand on est structurateur de nouveaux fonds d'impact et ou aussi investisseur. Le but du jeu, c'est d'arriver à accompagner le changement de paradigme qui est nécessaire aujourd'hui. Lorsqu'on se rend compte que si on recherche exclusivement le retour financier, on arrive un petit peu à une impasse, et je pense qu'on est assez nombreux à être arrivés à cette conclusion. Donc ce qu'on fait avec l'impact investing, c'est qu'on invente tout simplement des solutions de demain. On fait de la recherche et développement en disant ok, quels sont les impacts finaux qui nous importent le plus, et quelles sont les actions, et ensuite quels sont les produits qu'on va réussir à créer pour arriver à générer cet impact. Donc sans rentrer dans les histoires de méthodologie et de comment est-ce qu'on arrive à s'assurer que l'impact est bien là, je voudrais juste peut-être juste pour finir, il y a quelque chose que notre CEO Jean-Laurent Bonnafé dit, que je trouve très simple et très vrai, c'est que tout simplement il n'y a pas de gagnant dans un monde qui perd, et quand on investit dans l'impact investing, ou quand on monte ou quand on gère des fonds d'impact investing, on crée justement ce monde de demain qui gagne plutôt que celui qui perd. Je pense que c'est l'histoire d'une prise de conscience qu'on est dans un monde avec des ressources finies. Voilà. Et on a trop longtemps considéré qu'on était dans un espace où tout était possible et où la Terre nous offrait des ressources infinies. C'est plus le cas. Voilà. On est dans un monde de ressources finies. Donc l'impact investing, c'est la norme de demain. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, des sociétés qui étaient gigantesques et qui produisent du chiffre d'affaires, qui emploient du monde et dont on a besoin d'ailleurs, vont d'un seul coup devenir des sociétés à impact. Ce qui est important, c'est la transformation. Voilà. Ce qui est important, c'est d'engager la réflexion. Voilà. On ne va pas passer de 0 sur 20 à 20 sur 20 en dictée tout de suite, si vous voulez, une comparaison maternelle qui marche assez bien. On va d'abord avoir 0, puis 5, puis 8, puis 12, voilà, et on progresse. Et je pense que l'avenir de l'impact, c'est d'engager petits, moyens et grands vers cette transformation et de résoudre. Voilà. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est résoudre. Et je pense que le vrai mot, c'est de se dire qu'à la fois, il y a une urgence qui s'impose à nous, et que cette urgence, on a la chance de pouvoir peut-être y faire quelque chose. Donc l'impact, ça nous permettra d'y faire quelque chose. Après, sur le trade-off, performance financière, risque et impact, c'est vrai qu'aujourd'hui, indiscutablement, c'est moins rentable, mais c'est quand même rentable. Et il ne faut pas oublier cette partie de rentabilité. Ça, je pense que c'est important aussi. Voilà. On n'est pas dans la philanthropie. L'impact, ce n'est pas la philanthropie. Et puis merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Catherine. Non, on voit que c'est un cercle vertueux aussi, puisque si le secteur est attractif, il y a quand même un afflux de capitaux et donc un intérêt à développer toutes ces activités. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages, Séverine et Alexandre. Et on est ravis de prendre des questions que vous auriez à poser sur le sujet. Je me demandais juste comment vous fonctionniez de manière générale pour investir dans les projets. Est-ce que vous êtes implanté au niveau international, mais aussi en France? Et est-ce que ça marche du coup sous forme de réseau d'agences, ou comme par exemple BNP Paribas, où c'est des gens qui se déplacent? Alors, chez Raise, on est implanté en France uniquement. On a commencé il y a 7 ans. On n'a pas du tout
le long historique de grosses boîtes comme BNP. Voilà. On a commencé il y a 7 ans. On est à Paris. On investit en France, mais on peut tout à fait investir sur des projets en dehors de la France, dans l'impact. On peut regarder de l'Italie, on peut regarder de l'Afrique, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font. On peut investir dans des boîtes qui réfléchissent à la propreté des océans, et là les océans sont, par définition, recouvrent quand même l'essentiel de la planète, donc ils sont multinationaux. On n'est pas obligé d'investir qu'en France ou que sur des startups françaises. De même, dans Raise Immobilier Impact ou même dans les différents supports de Raise, on ne s'interdit pas du tout d'investir ailleurs. Donc pour l'instant, Raise, c'est uniquement à Paris. Mais ce n'est pas le cas, je pense, de la réponse d'Alexandre. Non, ouais, en effet. Mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est la pertinence de la dimension géographique. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui vont traiter de problématiques qui vont être des problématiques vraiment globales, dans lesquelles on va pouvoir investir à partir de Paris, et des fonds qui vont gérer justement des problématiques un petit peu plus locales, à travers lesquelles ce sera nos réseaux de banques de détail qui vont pouvoir investir en direct. Donc là, en fait, la question, c'est quelle va être la personne la mieux placée pour comprendre la théorie du changement et la thèse d'investissement du fonds dans lequel on va pouvoir investir. Cette idée de double matérialité que vous devez connaître, l'impact de l'entreprise sur l'environnement et de l'environnement sur l'entreprise, c'est sous-jacent à la réponse d'Alexandre. Il y a un peu de théorie quand même qui existe derrière tout ça. Comme je vois que vous êtes étudiante, je me dis que ça peut se rattacher à vos préoccupations. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour nos deux invités sur le sujet? Non? Bah écoutez, on vous a épuisé. Merci, je crois que c'est le dernier keynote. Voilà. Donc bon week-end. Ouais, ravi d'avoir accueilli Alexandre et Séverine sur merci, Catherine. notre stand. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.